Alors, on reprend Bezrat Hashem, la Mishnah 10. Alors, vous savez que, comme je l'avais dit la dernière fois, à partir de la Mishnah 9 jusqu'à la fin du premier chapitre, on va maintenant détailler les séphirotes. Et on va les détailler d'une manière très particulière, qui est la manière du Sefer à Yetzira. On va pas dire, évidemment, il y en a 10, on le sait, mais on va pas dire Keter Horma, mais on va les expliquer par rapport, comme il avait dit le Rabbi Chaim Vital, par rapport à leurs actions, par rapport à la manière dont elles agissent. Donc là, la première, vous vous rappelez évidemment, elle s'appelle Achat. C'est comme ça qu'on va les dénommer à partir de la Mishnah précédente. Et la deuxième, elle s'appelle Shtaim. D'accord? Juste pour la petite point, on n'a pas, à partir de maintenant, on n'aura plus notre leitmotiv là, Eser Sfirot Blima. D'accord? Nous on avait Eser Sfirot Blima Achat, et maintenant on a simplement Shtaim, Shalosh, Arba, Chamesh, et pour arriver jusqu'au 10. Alors, on va lire déjà une première fois. Shtaim, Ruach meruach, Hakak vehatsav ba, Eschim ushtaim otiyot yesod, Shalosh imot veshiva kefulot, Ushnem asar peshutot, Veruach ahat meen. Si vous prenez la page 75, vous verrez que dans la longue, il y a une petite différence. C'est que là-bas, on va rajouter Arba Ruchot à Shamaim, et on va rajouter là-bas les 4 directions qui sont Mizrach, Ma'arav, Tzafon, Vedarom, Veruar, Bechol, Achat, Men. Mais reprenons doucement, on va voir que le Ramak, il a un mix des deux versions. Donc, on a dit, maintenant, on est à la deuxième. Alors, évidemment, je répète, le Sefer Yetzira, toutes les Mishnayot, elles doivent se lire les unes après les autres. Ça marche ensemble. Donc, la première, elle s'appelait, on avait dit qu'elle s'appelait Ruach. Vous vous rappelez, et on avait développé cette notion de Ruach. C'est-à-dire un souffle, un esprit, un vent. Il y a les 3 sens en hébreu. Et c'était le souffle qui irriguait tout. D'accord? On avait vu ça. Mais la particularité, c'est qu'on avait expliqué ce souffle par rapport à la manière dont il agissait, et on avait déjà, là-bas, commencé à articuler les sphirotes avec Kol, Ruach, Vedibur, avec ce qu'on avait appelé la voix, le Ruach, le souffle, et Dibur, la parole. Alors, Shtaim, la deuxième. Ruach meruach. Donc la deuxième, c'est un Ruach meruach, c'est un esprit, un souffle, un vent, comme on a dit, qui provient d'un esprit. Après, on va commenter. Hakak vechatsav ba. Alors, la hakika, la chatsiva, c'est un long sujet, on va y arriver. Hakak vechatsav ba, mais ba, ça veut dire avec elle. Avec elle, laquelle? La seconde. Donc, avec cette seconde, qui est Ruach meruach, qui est donc un souffle qui provient d'un souffle, il a Chakak vechatsav ba, Eschim ushtaim otiyot yesod, 22 lettres yesod. C'est quoi 22 lettres yesod? Pour le moment, on va traduire simplement, ce sont 22 lettres fondements. Eschim ushtaim otiyot yesod, ça reviendra dans tout le Sefer Yetzira. Shalosh imot, 3 mères. Alors il y en a qui ont voulu dire Shalosh amot, mais c'est normalement Shalosh imot, donc on verra qu'effectivement il y a des mères et il y a des pères. Donc c'est vraiment ici ima au sens de la mère. Donc Shalosh imot, il y a 3 mères. Donc 3 mères quoi? 3 lettres mères. Veshiva kefulot, et 7 doubles. Ushtem asar peshutot, et 12 peshutot, on verra ce que ça veut dire peshutot, veruach achat meen, et un esprit, un meen d'elle, d'entre elles. Très bien. Pour le moment, on reste à cette version-là. Alors, évidemment, le Ramak, il a la main sur ça, c'est le pérouche le plus simple. Donc, on parle de la seconde, d'accord? Donc, on a les sphirotes, on les a dans l'ordre, maintenant on est à la seconde. Donc la seconde, on a dit que c'était Ruach meruach. Donc c'est un Ruach, donc on a dit un esprit, un vent, un souffle, qui provient d'un souffle. Très bien.
Pachout, ça veut dire que... Et la première, c'était quoi? La première, c'était un rouar. Donc on a la première, elle est rouar, et la deuxième, elle est un souffle qui provient d'un souffle. Donc, le Ramak, il explique normalement que ce deuxième élément, c'est un souffle comme le premier, mais c'est un souffle qui provient d'un souffle. Donc du coup, la deuxième, elle n'a pas vraiment de nom propre, enfin de nom propre, de dénomination propre. Elle a un souffle comme la première, mais elle a un souffle qui provient d'un souffle. Pourquoi? Évidemment, si on a dit que la première c'était Keter, la deuxième ça va être Chorma. Donc, Chorma c'est quoi ici? C'est un souffle qui provient d'un souffle. Pourquoi? Parce que, de la même manière que Keter, c'est le souffle, la vitalité dans toutes les sphirotes, d'accord? La deuxième aussi, elle a cette même fonction. Le Harizal, il dira que par exemple, c'est pour ça que le verset il dit Kulam mechorma asita. Tu as tout fait avec la chorma. Parce qu'en fait, normalement, parce qu'il y a, le Rama qui explique ça au début du Pardes, parce qu'il y a un commencement à partir de Keter et un commencement à partir de chorma. Le Zohar, il dira par exemple, c'est pour ça qu'il y a Bereshit, parce qu'il y a deux commencements, Bet Reshit, il y a un commencement de chorma et il y a un commencement de Keter. Donc, soit on voit les choses depuis Keter, soit on voit les choses depuis chorma. Mais donc, ce souffle, cet influx de Chorma, il provient quoi? Il provient de Keter. Évidemment, parce que tout doit être lié. Donc du coup, non seulement on voit les séphirotes ici comme étant par rapport à leur fonction, mais on voit en même temps leur enchaînement. Donc ça, c'était pour expliquer Shtaim, Ruach, Meruach, c'est un esprit ou un souffle qui provient d'un souffle. Et apparemment, donc on aura retenu, donc on aura un souffle 1 et un souffle 2. Alors maintenant, Chakak vechatsav ba. Donc il a été chokek et il a été chotsev ba avec elle. On commence par la fin, c'est qui elle? Elle, c'est à partir de cette deuxième séphira. Alors ces notions de chakika et de chatsiva, le Rama qui dit qu'il faut évidemment faire attention. C'est pas la même chose. Et il dit que on va retrouver ces notions dans toutes ces Sefer Yetzira. Ve'en safek she'en hachakika ve'achatsiva devarim shavim. Évidemment, c'est pas la même chose. Alors, c'est quoi la chakika? Alors, en termes d'hébreu biblique, chokek, c'est le fait de graver. D'accord? Par exemple, le mechokek, c'est celui qui est le législateur, parce que c'est celui qui grave les lois. D'accord? On verra par exemple que lorsque les tables de la loi, elles étaient gravées aussi. Donc, il y a la hakika, on va dire c'est la gravure, et il y a la chatsiva. Alors, chatsiva, chatsav, normalement, ça serait considéré comme un synonyme. C'est le point que Rabbi Chaim Vital dit que la différence, elle n'est pas très claire. D'accord? Par exemple, Chatsav, je vais vous donner ça, Zain Chet. Par exemple, Chatsav dans. Est-ce qu'on a Chatsav dans la Torah? Oui, creuser, tailler, fendre, frapper. D'accord? Donc par exemple, c'est le terme qu'on va utiliser, ou les chodzve haeven, les tailleurs de pierre. D'accord. Et effectivement, graver. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Parce que les deux, en gros, ça veut dire de graver ou de tailler. Alors Ramak, il a une théorie très intéressante. C'est que il y a plusieurs degrés dans le fait de graver ou de tailler. Qu'est-ce qu'on va graver et tailler? Ici, on verra par rapport à la suite, sont des lettres. Mais il y a différents degrés d'impression ou de gravure. Et il dit que c'est pas pour rien que le Sefer Yetzira, il a donné des expressions différentes. Alors, normalement, si vous prenez un matériau, et ce matériau, vous allez commencer à vouloir
graver ou tailler des lettres, le premier degré, on va commencer par tracer. On inscrit une chose. D'accord? Et après, donc ça s'appelle la reshima. La reshima, d'après le Ramak, c'est le fait d'inscrire ou tracer un trait. Après, vous allez commencer à être chokek, vous allez commencer à graver. Et après, vous allez être chotsev. Et chotsev, ça veut dire que vous allez commencer maintenant à tailler. C'est comme ça qu'on avait résolu le problème. Donc d'abord, on trace, on fait un trait. Après, on grave et après, on taille dans la pierre. Et le quatrième degré, c'est que maintenant, après, on va former la lettre. Vous voyez bien comment ça marche. C'est comme le travail d'un graveur de pierre. Alors, pourquoi est-ce qu'ici on a 2 degrés? Chakak vechatsav ba. Alors, il faut lire la suite pour essayer de comprendre. Donc, cette deuxième, elle est chorma. Elle provient de Keter. Et avec cette deuxième, et avec cette deuxième séphira, Chakak vechatsav ba. Donc on a dit que Chakak, il a gravé. Chatsav, il a taillé. Avec elle, Esri Mushtaim Otiot, 22 lettres. Maintenant, c'est la première fois claire où on va associer les séphirotes avec les lettres. Évidemment, c'est là que ça va devenir très complexe. Alors, la première difficulté, c'est que on avait dit, dans le début du Sefer Yetzira, que tout marchait sur un mode de 32. Vous vous rappelez, il faut revenir depuis le début. On a 32 plus 3, donc 35, ou 32 et 3. D'accord, vous vous rappelez de ça. Maintenant, ces 32, on ne savait pas exactement comment les déterminer. D'accord? Est-ce que ce sont les 32, vous vous rappelez les 32 noms de Elohim, ou est-ce que ce sont les 22 lettres et les 10 séphirotes? Ou peut-être même les 22 lettres et les 10 paroles de la création. Il y a toutes les options. D'accord? Donc c'est les commentateurs, ils vont essayer, en tout cas ils ont compris que ce 32 allait devenir un degré de 22 plus 10. Donc ils ont compris ce mouvement-là. Mais simplement ici, on n'a que les 22, on a perdu les 10. Donc le Ramak, il veut comprendre, il dit, mais on parle de 10 séphirotes et maintenant on nous parle de 22 lettres. Alors, c'est quoi ces 22 lettres? Alors, ce sont les 22 lettres qui vont commencer maintenant à sortir à partir des 10 séphirotes. C'est l'une des manières que le Ramak il a d'expliquer ici. Très bien. Pourquoi est-ce que les lettres, elles sortent à ce degré-là, maintenant? Parce que dans la première, on n'a pas vu les lettres. Dans la première, qu'est-ce qu'on avait dit? Dans la première, on avait dit Ahat, Ruach Elokim Chaim. Là-bas, c'était que de l'esprit. Vous vous rappelez, c'était l'esprit, c'était le souffle, et ça allait même jusqu'à la parole. Alors, c'est une question classique, que les lettres, normalement, elles vont commencer à sortir à partir de Bina. Mais que c'est la Chorma qui va faire le travail de formation, de gravure, et de taille des lettres. Et ce travail de grave et de taille des lettres, il se fait de la chorma dans la bina. Donc toujours, on a un mouvement dit dynamique et enchaîné des choses. Alors, chakak vechatsav, et du coup maintenant, on a une véritable articulation, complexe d'ailleurs, entre les séphirotes et les lettres. D'accord? Alors maintenant, il faut s'intéresser à comment est-ce que le Sefer Yetzira il voit les lettres. Alors c'est un sujet très très complexe. Et on y reviendra évidemment longuement dans le 2e chapitre. Que les lettres, on les verra plus dans le 2e chapitre. Mais en tout cas ici maintenant, on a un lien clair entre les choses. Alors, Chakak vechatsav, donc il a fait une chakika et une chatsiva. Notez bien que ces deux termes ne sont pas exactement synonymes. Ça représente des degrés dans la gravure. Donc le premier degré, alors il dit, mais alors, et le premier degré, le degré de la trace. Alors il dit le degré de la trace, lui, il est dans Keter, mais on n'en a pas parlé.
Donc on commence maintenant à la Chakika et à la Chatsiva. D'accord? Et la Chakika et la Chatsiva vont commencer à former 22 lettres. Maintenant, ces 22 lettres ici, on les appelle Shtaim. Esrim ou Shtaim, Otiot Yesod. 22 lettres Yesod. Ça veut dire quoi? 22 lettres fondement. Alors évidemment, les mauvais traducteurs, ou en tout cas, je veux pas dire de rien, bref, ils traduisent par 22 lettres fondamentales. D'accord? Or, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas marqué Yesodiot. Il y a marqué Esrim Ushtaim Otiot Yesod. Ce sont 22 lettres fondements. Et donc, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut traduire. D'accord? Alors, le Rama qui va dire cette chose-là, Milazo, donc ce mot-là de Yesod, Moré alignan Chorma. Ça nous renvoie aux lettres dans Chorma. Pourquoi? She'en haotiyot ba begalouy, parce que dans la Chorma, les lettres, elles ne sont pas encore dévoilées. Ou bemetziut mamash, elles n'ont pas encore de réalité concrète. Et là, bedakut na'elam, elles sont simplement dans un degré subtil. Ketoldot she'em nelamot kochan ba'av, comme par exemple, on a le fils qui est en puissance dans le père. Donc le père, c'est Chorma. Keinyan Hashem bechorma yisad aretz. Il ramène un verset. Et ce verset, il dit quoi? Le verset, il dit que Yudke Vavke, avec la Chorma, il a fondé la terre. Donc, il y a un degré de fondement qui se fait dans Chorma. Alors, c'est pas évident, parce que déjà, ils ont dit que si c'est Yesod, c'est Yesod. Alors, évidemment, il y a un lien entre Chorma et Yesod. Mais en tout cas, ici, ces lettres-là, ça s'appelle des lettres dans leur fondement. C'est pas les lettres fondamentales. Parce que si on dit fondamentales, ça veut rien dire. C'est dire quoi? Il y a des lettres fondamentales et il y a des lettres non fondamentales. Ça n'a pas de sens. En tout cas, pas que je comprenne. Donc, ce sont les lettres dans leur fondement. Les lettres ici, elles sont maintenant dans leur fondement. Et vous voyez donc qu'elles viennent très très haut, les lettres. C'est le degré le plus haut. À tel point qu'on verra plus tard qu'il y a les lettres, il y a les points voyelles, et il y a les ta'amim, et il y a aussi les signes de cantillation. Donc normalement on dit que les lettres elles sont dans Bina, les points voyelles ils sont dans Chorma, parce que c'est Chorma qui va donner la sagesse, le souffle dans la lettre, et les signes de cantillation qui eux vont donner le rythme de la lettre, et la manière de découper les mots et les phrases, et les accents toniques sur les lettres, et ça vient de Keter. Donc, progressivement, et c'est ça l'une des choses importantes dans Sefer Yetzira, c'est qu'on peut intervertir entre les sphirotes et les lettres. Et Sefer Yetzira, il va jouer d'une façon extrêmement subtile entre les deux. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez très très bien avoir de la Kabbalah sans les sphirotes. Les lettres suffisent. Il y a tout dans les lettres. Les lettres, elles ont tout en elles. Simplement, ici, nous, on a vu le point de passage. Or maintenant, les 22 lettres, c'est clair, tout le monde sait qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet. Ça, c'est connu. Mais maintenant, le Sefer Yetzira, et c'est l'une de ses grandes particularités, c'est qu'il va proposer un découpage des lettres original. À ma connaissance, on ne l'a pas vu avant. Et à ma connaissance, on ne le verra pas après dans la grammaire. Que normalement, dans la grammaire, si on veut, il faut faire de la grammaire. Si on fait de la grammaire, en général, on va pas découper les lettres de cette manière-là. Et on verra que Sefer Yetzira, il a plusieurs manières d'établir l'alphabet. Donc, nous avons 22 lettres. Et ces 22 lettres, elles vont maintenant se composer de Shalosh Imot, Sheva Kefulot, ou Shtem Esre Peshutot. Donc de 3 lettres mères,
Shalosh Imot, de Sheva Kefulot, de 7 lettres doubles, Kefulot c'est Kafoul, ou Shtem Esre Peshutot, et de 12 lettres Peshutot, on va y revenir, soit ça veut dire des lettres simples, soit ça veut dire des lettres déployées. On verra ça en détail dans le 2e chapitre. Mais vu qu'on y est ici, on est obligé quand même d'y accorder un peu de temps. Alors, les 3 lettres mères, on les verra plus tard, elles s'appellent Aleph, Mem et Shin. Très bien. Les Sheva Kefulot, c'est Bet, Gimel, Dalet, Kouf, Pe, Resh, Tav. Et les 12 qui restent, qui sont He, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Lamed, Nun, Samer, Ain, Sade, Kouf, elles vont être considérées comme étant les 12. C'est quoi cette distinction? C'est un point d'interrogation chez tous les grammairiens. Si, d'un point de vue de grammaire stricte, si on a des lettres fondamentales, est-ce qu'on va appeler les matrices lectionnistes, c'est-à-dire ce sont les lettres qui vont permettre soit la prononciation, d'accord, le Aleph, le He, le Vav et le Yud, pour ceux qui connaissent la grammaire classique, donc ce qu'on appelle les matrices lectionnistes, parce que ce sont des lettres qui vont permettre la prononciation. Regarde, vous pouvez regarder dans le manuscrit de Tiferet Sira, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Mais en quoi est-ce que Aleph, Mem et Shin sont des lettres mères? On n'en sait rien. Alors, Aleph, Mem, Shin, vous avez noté donc ici, on a 3. Après, on a 7. Alors, ces 7 lettres-là, c'est aussi un problème grammatical. Pourquoi? Comme vous savez, les lettres en hébreu, elles peuvent être accentuées. Et elles sont accentuées par un point qui s'appelle un dagesh. Je ne vais pas refaire un cours de grammaire, mais il faut que vous fassiez au moins une bonne dizaine d'heures de grammaire si maintenant, quand on rentre dans le Sefer Yetzira. C'est quoi un dagesh? C'est quelque chose qui va accentuer la lettre. Par exemple, même en hébreu moderne, les adgish, ça veut dire insister. Ça insiste. Et il y a 2 types de dagesh. Il y a un dagesh qu'on appelle un dagesh kal et un dagesh qui s'appelle un dagesh chazak, c'est-à-dire un dagesh faible et un dagesh dur. C'est quoi la différence? C'est que le dagesh dur, il va vraiment redoubler la lettre, et un dagesh kal, c'est simplement un dagesh qui va pointer la lettre. Je ne vais pas aller plus loin de cette manière-là. Dans les anciens Sifrei Torah, ou même dans le codex de Alep, comment est-ce qu'on indiquait ce degré de la lettre avec ou sans dagesh? On mettait une barre horizontale dessus. D'accord? Et en grammaire classique, au lieu de dire le dagesh kal et le dagesh chazak, on disait le dagesh rafé, et rafé ça veut dire faible à la place de kal. Or, ces 7 lettres-là, Bet, Gimel, Dalet, Kouf, Pe, Resh, Tav, normalement, elles reçoivent un dagesh dur. Toutes les lettres de l'alphabet peuvent prendre un dagesh. De Aleph à Tav. On a même des occurrences dans la Torah où on a même un dagesh dans le Aleph. Mais ces lettres-là, quand elles reçoivent un dagesh, normalement, leur prononciation va changer. Par exemple, on dira Bet ou Vet. Gimel ou Rimel. Par exemple, en Algérie autrefois, on disait Maren Avraham. Parce que quand il y a marqué, il n'y a pas de dagesh, donc le Gimel sans dagesh a une prononciation différente. C'est ce que Vajda il appelle les lettres géminées. D'accord? Donc le Bet, ok. Le Gimel, ok. Le Dalet aussi. Bien que aujourd'hui on n'ait plus la manière de le prononcer. D'accord. Mais normalement, il y a un Dalet avec un point et un Dalet sans un point. Le Kaf, tout le monde connaît, c'est le Kaf ou le Chaf. Le P, c'est le P ou le Fé. Le Tav, il n'y a pas de problème. Les Ashkenazim, ils font la différence entre les deux. C'est pour ça qu'ils disent ce, ou même les Yéménites. Mais le problème, c'est le Resh. Parce qu'on n'a pas vu dans aucun livre de grammaire qu'on avait un dagesh dans le Resh qui permettait de changer la distinction. C'est pour ça que dans les grammaires modernes, on a Bagat Kafat. Et on n'a pas Bagat Kafrat. Le Resh saute. Donc c'est un grand sujet de grammaire ici. En tout cas,
On pourrait y consacrer du temps, mais c'est pas le sujet vraiment où on le verra plus tard dans le deuxième chapitre. En tout cas, ces 7 lettres-là, elles peuvent, d'après le Sefer Yetzira, et il n'y a que le Sefer Yetzira qui en compte 7, que les livres de grammaire classique en comptent 6, ces 7-là, elles sont doubles. Ça veut dire quoi double? Ça veut dire qu'elles peuvent être soit fortes, soit faibles. Autrement dit, elles peuvent être soit din, soit chesed. Quand elles reçoivent le point du dagesh, elles se durcissent, et en se durcissant, elles deviennent din. Et lorsqu'elles n'ont pas de dagesh, elles sont donc plus allégées. C'est pour ça que, par exemple, pour ceux qui ne veulent pas prononcer le bet sans dagesh comme un vet, ils disent, on dira be ou be. C'est d'ailleurs la meilleure manière, parce que tout le monde ne dit pas v ou b. Parce que sinon, après, comment on va prononcer le vav? Que le vav aussi, on va le prononcer ve. Bon, alors après, on dira que le vav, c'est un waw, et que le bet, vet. D'accord? Très bien. Et le kaf, le chaf, le p, le fe, le gimel, rimel, et le rimel pour le distinguer du resh, parce que le resh, c'est un R roulé. Ra. Abraham et ma reine. D'accord? Bon. Alors, ces lettres-là, elles sont doubles. Et elles sont doubles, et Sefer Yetzira maintenant commence par nous dire que ces lettres-là, elles vont correspondre à 2 aspects. C'est pour ça qu'on les appelle des kefulot. Or, si vous avez bien noté, 7 plus 3, ça fait 10. Donc on retombe maintenant sur nos 10 séphirotes dans les 22 lettres. Et donc, on pourra dire que Aleph Mem Shin, comme ça que dit le Rama, que Aleph Mem Shin, ça que Aleph c'est Keter, Mem c'est Chochma, et Shin c'est Bina. Aleph, le Keter, c'est normal, le Mem c'est Chochma, on verra pourquoi, et Shin, c'est comme Teshuva, c'est Bina. Et que donc maintenant nos Bagad Kafrat, ou Bagad Kaporet, ça dépend du moyen mnémotechnique qu'on a, elles vont correspondre aux 7 séphirotes inférieures. Alors, on va avoir Dalet, il va donner ça, Dalet c'est Gevura, Bet c'est Tiferet, Kouf Peresh c'est Netzach, Od et Yesod, et Tav c'est Malchut. Et le Bet, c'est ça, Bet, alors Bet, Tiferet, Bagad, le Gimel il est Chesed, et le Dalet il est Gvura. Donc on a Chesed, Tiferet, Gvura, et après on a Netzach, Od, Yesod et Malchut. Maintenant, de là à penser à croire, comme certains ont voulu, que c'était figé, évidemment que non, ça va bouger. Mais disons qu'on a une manière maintenant de réintroduire les sphirotes dans les lettres. Alors vous allez me dire, mais qu'en est-il des 12 Peshutot qui restent, ou je t'aimerais Peshutot? Et on a dit maintenant qu'il y avait 12 Peshutot. C'est là que va venir le double sens de Peshutot. Soit ce sont des lettres simples. Ça veut dire quoi des lettres simples d'un point de vue grammatical? Ça n'a pas de sens. Si c'est un dagesh, toutes les lettres prennent un dagesh. Et donc de même le aleph, le mem et le shin. Donc pourquoi? Et pourquoi est-ce que maintenant les 3 premières aleph, mem, shin, elles seront considérées comme étant des lettres mères? D'accord? Alors, ici, le Rama qui dit qu'il y a un deuxième sens à Peshutot, et Peshutot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont déployées. Elles se déploient. Ce sont des lettres qui se déploient. Et donc, du coup, on va avoir les 3 premières qui correspondent à, je vous ai dit, Keter, Chorma, Bina, les 7 doubles qui correspondent, comme elles ont un aspect din et un aspect chesed, elles vont correspondre aux 7 séphirotes inférieures. Et c'est quoi les 12? Les 12, ce sont les 12 Gevoulé à l'Arson, qu'on verra plus tard, ce sont les 12 déploiements de Tiferet. Ça, on l'a vu dans le Pardes et dans le Bahir, dans Char, Pratea Shemot, si je me souviens bien. Donc, cette gravure et cette taille des lettres, elle commence maintenant à se faire à partir de Chorma. Dans les versions normales, normalement, ça s'arrête. Je reprends mon livre. Dans les versions normales, normalement,
ça s'arrête là, et ça se termine en disant, dans la version brève de Mantoux, donc on a Shalosh imot, Veshiva kefulot, Ushnemasa peshutot, Veruach ahat mehen. Et un esprit mehen à partir d'elle. Ce qui bémet ne veut pas dire grand chose. Ça veut dire quoi? Ruach achat mehen. Un esprit mehen. Dans elle. D'accord? Alors, veruach achat mehen. Alors, le Rabbi Chaim Vital qui a cette version, il dit que ça veut dire Akavana achat minaimot. Elles ont chacune un esprit qui leur provient des trois premières, des imot. Comme si dans chacune des lettres, elles allaient avoir un esprit qui va leur provenir de une des trois. Parce que lui, il pense qu'il y a les trois aspects fondamentaux qui sont les trois directions, qui étaient Sefer, Safar, Sipour, qu'on a vu dès le départ, que ce degré de 3, maintenant, il était repris dans les Shalosh Imot, et que maintenant, dans toutes les lettres, elles vont avoir un esprit de ça. Et que donc, ce Ruach-là dont on parle, et quand on a dit Veruach Bechol Achat Mehen, il s'agit quoi? Il s'agit du Ruach, soit du Ruach de Keter, soit du Ruach qu'on a vu avant. Très bien. Le Ramak, il n'a pas cette version-là. Et d'ailleurs, elle pose des problèmes, parce qu'elle n'est pas très claire. Quelle est la version du Ramak? La version du Ramak, c'est que, une fois qu'on arrête à Shalosh Imot, Vesheva Kefulot, ou Shtem Esre Peshutot, maintenant, on va rajouter un segment de phrase, qui est Vechakak Vechatsav Baen, et en fin de compte, il a repris la fin de la longue, enfin en tout cas d'après sa version, il prend la fin de la longue et il la colle à la version brève. Vechakak vechatsav baen, et on revient sur la chakak, la chakika, la gravure, la chatsiva, la taille, baen, dans elle, dans les 22. Donc on a à partir de Chochma, on a gravé et on a taillé avec Chochma les 22 lettres. Et maintenant, on regrave et on retaille dans ces 22 lettres, Arba Ruchot, les 4 vents, les 4 directions, qui sont Mizrach ou Ma'arav, Tzafon Vedarom. Donc, Mizrach l'est, Ma'arav l'ouest, Tzafon le nord, Vedarom. Normalement, quand on regarde les versions comme ça, c'est soit on a, je vous répète, soit on a les 22 lettres divisées en 3, 7, 12, soit on a les 4. D'ailleurs, c'est la note qui est rajoutée dans le livre. C'est ça sur la page 196. Vous irez voir ça. Simplement, le Ramak ici, il pense qu'il y a les deux à la fois. À savoir que dans les lettres, il y a les 22 lettres, et que maintenant, dans ces 22 lettres, elles ont chacune 4 directions. Donc, ce qui voudrait dire que dans chaque lettre, Vechakak, Vechatsav, Baen, Arba Ruchot, il a gravé et il a taillé dans ces lettres-là. Alors, question annexe. Qui est le graveur? Hakak, c'est qui il? Eh oui, question simple, j'aurais dû la poser depuis le départ. C'est qui il a gravé? Alors le il, c'est le il avec une majuscule. C'est le patron. Rappelez-vous qu'à chaque fois, nous avait dit Ve'adon Yachid. Donc là maintenant, il, c'est le patron. Lui, il a gravé. C'est une question qui est posée d'ailleurs dans le Pirouge de Rabbi Yaakov HaKohen dans le manuscrit. Il dit, mais c'est qui le Hakak? C'est qui le Mechokek? Il y a quelqu'un qui a gravé. Donc lui, il a gravé dans elle 4 directions qui sont Mizrach ou Ma'arav, Vetzafon, Vedarom, et qui sont donc dans chaque lettre, vous avez l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Le Ramak, il tire de là qu'il a vu dans le
il a vu dans les Tikkun HaZohar et dans le Bahir que du coup, ça va nous faire des lettres carrées. C'est-à-dire dans le sens où ces lettres-là, elles vont avoir à chacune des lettres 4 directions. Alors soit c'est un carré, et vous avez donc 4 côtés, et sur chaque lettre, elle a un côté nord, est, ouest et sud. C'est ça. Ouais. Il n'y a que le Rama qui peut dire ça. Parce qu'il faut qu'on retombe sur un principe de 4. Et ce principe de 4, alors soit c'est le principe de Yud Ke Vav Ke, et effectivement on aura Yud et Vav Ke, le principe des 4 fondements qu'on verra plus tard, le principe des 4 Chayot de la Merkava, etc. Mais par contre, la fin de la Mishnah, pour lui, il a une meilleure version, et il dit Veruach bechol achat me'en. Pas Ruach me'en. Et d'ailleurs, c'est ça, et on la retrouve dans la Mantoue la longue. Et il y a un esprit bechol achat me'en dans chacune d'entre elles. Alors que dans la brève, on a Veruach achat me'en, et un esprit d'elle. Alors si on dit il y a un esprit d'elle, ça veut dire qu'il y a un esprit qui va sortir de ces lettres. Ou plutôt ces lettres-là, elles vont avoir un esprit qui provient de Keter ou de Chorma, puisqu'on a dit que les deux s'appelaient Ruach, mais plus Keter. Mais si on a la version Veruach Bechol Achat Me'en, ça veut dire qu'elles vont recevoir chacune un Ruach. La vérité, grammaticalement, c'est plus facile, Ruach Bechol Achat Me'en. Parce que ces lettres-là, elles doivent recevoir un esprit. Or, c'est quoi cet esprit ? C'est ce dont on vient de parler, à savoir qu'elles doivent recevoir une ponctuation, et elles doivent recevoir des termines, et elles doivent recevoir des degrés de cantillation. Et c'est ça l'esprit des lettres. C'est quoi l'esprit des lettres? C'est pas du tout au sens grec. Le Zohar, il dit qu'une lettre, c'est comme un corps. Alors ce corps-là, il faut lui insuffler une âme. Or, l'âme de la lettre, c'est sa vocalisation. Et qu'est-ce qui va permettre maintenant à ce corps qui a un esprit de bouger? Ce sont les ta'amim. Ce sont les signes de cantillation. Simplement, le Sefer Yetzira, il ne parle pas directement des signes de cantillation. Parce qu'apparemment, pour lui, c'est clair que ça provient de ces 2 degrés qui sont Keter et Chorma. Vu qu'après, les lettres, elles seront là-bas. D'accord? Alors, pour terminer, dans le livre qu'on a fait, le Ramban, il résume très très bien tout ça en un petit paragraphe. C'est page 411. Alors, je vous le lis en français si vous voulez. Donc, Chakak vechatsav baen, c'est-à-dire ce deuxième souffle qui sort du premier souffle, consiste précisément en cette gravure des lettres par lesquelles les choses sont amenées vers l'en bas. Donc, comme il a dit le Rama, comme ils ont tous dit, à savoir qu'il y a un souffle qui sort du premier souffle, et de ce deuxième souffle, c'est par elle que les lettres vont être gravées. Ce sont ces lettres qui sont imprimées sur le trône de gloire et qui étaient gravées sur les tables de la loi. Évidemment, ce sont les lettres, c'est pour ça qu'on les a appelées Yesod, parce que ce sont les lettres du fondement, c'est-à-dire ce sont les lettres du trône, ce sont les lettres d'en haut. Ce sont les lettres qui étaient gravées sur les tables de la loi. Et elles sont au nombre de 22. On avait dit les 3 Aleph Mem Shin, les 7 doubles et les 12 simples. Mais elles ont toutes été faites d'un seul souffle. Veruachat Baen. Presque, on pourrait dire comme ça. Elles proviennent toutes d'un seul souffle. Et c'est quoi ce souffle? C'est le souffle ou Meruachat, et elles sont toutes faites d'un seul souffle. C'est-à-dire, Naasu Kulam, elles ont toutes été faites de ce souffle-là qui est la Chorma. Donc tout vient à partir de Chorma. On verra des détails plus compliqués la prochaine fois, où on fera la 3e Séphira. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.